Alors dans un monde où il y a des problèmes si graves, où tant de femmes n'ont même pas la liberté de choisir leur vie, on peut se poser la question, est-ce que le sujet des femmes et du pouvoir n'est pas un sujet secondaire? Il y a quelques mois, une jeune femme m'a contactée, je ne la connaissais pas. Elle m'a dit toute la passion qu'elle avait pour la cause des femmes, et puis elle m'a parlé de son projet. C'était le projet de créer le énième réseau féminin, dont l'objectif était d'aider les femmes des grandes entreprises à accéder au comité de direction. La proposition de valeur était simpliste, il s'agissait de vendre à ces femmes, en général diplômées de grandes écoles, une formation pour apprendre à se vendre, à se présenter, à négocier, enfin, toutes ces choses absolument indispensables pour leur carrière que leurs homologues masculins, eux, sauraient faire totalement naturellement. L'anecdote m'a paru à la fois insignifiante et révélatrice. Sur le sujet des femmes et de l'ambition, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation à la fois d'infantilisation et aussi d'enlisement. À force de chercher des explications, on a fabriqué des excuses. Et le discours des femmes et de la parité dans les entreprises a finalement rationalisé la non-prise de risque pour beaucoup de femmes qui pourtant qui sont en refus d'obstacles par rapport à l'ambition, qui est pourtant un sujet légitime pour la plupart d'entre elles. Le monde bouge, il bouge profondément, il bouge vite. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ont la capacité d'influencer demain, de construire demain. Si les femmes ne sont pas au pouvoir, si elles ne participent pas à ces transformations, non seulement le monde de demain aura très peu de chances d'être plus favorable aux femmes, mais en plus, et je le crois profondément, le monde de demain sera moins bien que si elles avaient contribué à le construire. Ma première intervention sur les femmes et le pouvoir, les femmes et l'ambition, a eu lieu il y a 20 ans. C'était à Barcelone, c'était une convention de femmes chez IBM à haut potentiel qui venaient de toute l'Europe. L'entreprise était en profonde mutation et le président de l'époque, Lou Gerstner, mettait beaucoup d'énergie à faire progresser la diversité dans les rangs du haut management de l'entreprise. Et en particulier, il mettait beaucoup d'énergie à faire progresser le nombre de femmes. Il ne le faisait pas parce qu'il voulait être conforme à je ne sais quel standard externe qui lui serait imposé. Il le faisait parce qu'il était convaincu qu'IBM avait failli mourir de la trop grande homogénéité de sa culture, de la pensée unique de son management, et que les organisations riches d'une grande diversité d'opinions, d'expériences, de sensibilités, avaient plus de chances de survivre sur le long terme. Je me souviens de cette intervention comme si c'était hier. Mes filles, à l'époque, avaient 3 ans et 6 mois. J'étais, à l'époque, directrice de solutions e-business au niveau européen, et en gros l'ancêtre du digital d'aujourd'hui. Je travaillais beaucoup, je voyageais souvent, je dormais peu, mais j'arrivais à tout gérer. Aussi, j'étais pas très confortable avec l'exercice personnel qu'on attendait de moi. Mais en même temps, je me souvenais d'un témoignage d'une de mes aînées, très profond, qui m'avait touchée, qui m'avait encouragée, et du coup, je me suis lâchée, je me suis lancée. Et j'ai parlé de ma culpabilité. De ma culpabilité de ne pas élever mes filles dans les standards que m'avait inculqués ma mère, qui était pourtant une femme très indépendante, qui, s'étant retrouvée veuve à 30 ans, m'avait élevée toute seule. J'ai expliqué comment, tous les jours, je m'attachais à définir mes propres critères de ce qui était important dans mon rôle de femme et dans mon rôle d'épouse. J'ai dit que j'arrivais, petit à petit, à me délester de toute une série de standards inutiles, contraignants, qui entravaient ma liberté. Mon discours a fait mouche et elles ont été nombreuses, à la sortie, à venir discuter avec moi et me dire qu'elles aussi, elles traînaient leur culpabilité comme un boulet. Elles m'ont dit qu'elles avaient souvent un entourage bien pensant, qui chaque fois qu'un petit incident se passait dans leur vie, un enfant malade par exemple, leur rappelait que peut-être elles négligeaient leur rôle de mère. Alors, pendant les 20 ans qui ont suivi, je suis intervenue souvent sur le sujet des femmes,
J'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice, j'ai essayé de promouvoir des femmes, je l'ai fait. J'ai poussé certaines à aller au bout de leur potentiel, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, elles ont toutes réussi. Mais je me suis aussi lassée de cette discussion sur les femmes dans l'entreprise et leur représentation dans le pouvoir, parce que j'ai eu l'impression d'une discussion sans fin et sans combattante. Je m'explique. 20 ans après, nous en sommes toujours à peu près 10% de femmes dans les comités de direction des grandes entreprises. 20 ans après, quand vous regardez le classement des 100 meilleurs CEO de la Harvard Business Review de 2016, il y a 2 femmes. 20 ans après, on est toujours à moins de 20% de filles dans les grandes écoles d'ingénieurs. 20 ans après, cherchez donc une fondatrice qui ait créé une licorne, une de ces startups évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Et quand vous regardez le palmarès des startups à fort potentiel, ils ressemblent, hélas, tristement, à la liste des patrons du CAC 40 pour ce qui représente la représentation féminine. Et d'ailleurs, il y a 3% de femmes qui sont patrons de fonds d'investissement dans le venture capital. Les femmes ne sont pas là où se fait le monde de demain. Alors, plus perturbant encore, il y a ces discussions avec des femmes plus jeunes. Et j'en ai une en tête en particulier, c'était dans un cabinet très réputé de la place parisienne, des jeunes femmes extrêmement diplômées. Et après m'avoir écoutée, elles m'ont dit que mon combat pour les femmes et le pouvoir était le combat d'une autre génération, qu'elles avaient d'autres idéaux, et que la qualité de vie au quotidien était centrale, et qu'il était hors de question qu'elles mettent plus d'énergie que de nécessaire pour gravir les échelons de leur cabinet. J'avoue que je suis sortie très déprimée de cette discussion. Et pas seulement parce que je m'étais fait traiter de dinosaure, mais aussi parce que je me suis dit que nous, les femmes de ma génération, on avait sans doute sérieusement raté notre devoir de transmission, et puis que l'on donnait peut-être raison à ces hommes rétrogrades qui disaient qu'on investissait trop sur l'éducation des filles. Ma fille Agathe, au début de cette année, est revenue un jour très remontée d'une classe d'anglais. Son professeur elle m'a dit « Maman, il faut qu'on parle des femmes dans l'entreprise, il faut qu'on parle du féminisme ». Notre prof d'anglais, qui est un réel macho, nous a soumis un texte du New York Times sur le féminisme à commenter. Les garçons s'en sont emparés, c'est devenu une grosse blague, et nous, les filles, dans la salle, on a été nuls. En fait, l'article était moins dramatique que son titre ne pouvait le laisser envisager. « Feminism is lost, what's now ?» Fini le féminisme, et maintenant. En fait, l'auteur élaborait sur la différence d'attitude sur le féminisme entre une Hillary Clinton, femme blanche déjà au pouvoir, briguant la responsabilité suprême dans son pays, et puis la réalité de la défense des droits des femmes, vue du point de vue de l'électrice de la classe moyenne américaine. Qu'elle soit noire ou qu'elle soit blanche, les droits de la femme peut-être, mais à condition d'avoir d'abord un travail et un salaire décent. Et finalement, peut leur importer les énormités proférées par un Donald Trump, elles ont voté pour lui s'il faisait partie de la solution. Alors, devant le désarroi de ma fille, sur ce féminisme planté, je me suis reposé le sujet de la gouvernance du monde, des entreprises. Je me suis posé la question de la place des femmes. Et je me suis dit que peut-être, que sûrement d'abord, le sujet était aussi important aujourd'hui qu'hier. Mais que peut-être, ce n'était plus un sujet de droit, mais un sujet de devoir. Parler du devoir, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et puis d'ailleurs, qui suis-je pour donner des leçons à qui que ce soit, et en particulier aux femmes, à qui on en donne beaucoup. Mais moi, je me refuse à regarder les femmes, en tous les cas de nos sociétés et de nos sociétés, comme des victimes. Elles ont trop de talent, elles ont trop de potentiel. Et puis les enjeux sont là. Quand on regarde notre monde, quand on regarde les impacts de la technologie sur nos sociétés, on a l'impact des technologies sur l'emploi, l'impact de la pollution et les enjeux environnementaux. Quand
on pense à la progression des inégalités dans le monde, il y a des problématiques énormes auxquelles il faut que nous apportions des solutions. Les femmes qui ne sont pas assez présentes dans les cercles de l'innovation, dans les cercles du pouvoir politique ou dans l'entreprise, ne sont pas partie prenante de la création de ces solutions. Et le sujet n'est pas de savoir si il faut que l'on fasse quelque chose pour qu'elles aient plus une part de ce travail. La question, c'est de savoir comment on fait pour qu'elles assument la responsabilité qu'elles doivent aller aux générations futures. Parmi les rencontres qui m'ont marquée dans ma vie, il y a eu celle avec l'épouse du président sud-africain Thabo Mbeki. Zanele Mbeki, quand je l'ai rencontrée, était une femme d'un certain âge, toute frêle, mais on sentait une forte détermination. Un certain nombre de femmes avaient été rassemblées autour d'elle pour une visite officielle, et au bout d'un moment, elle a pris la parole. Et elle nous a raconté son histoire. Elle nous a raconté son combat avec les hommes pour la libération de son pays. À ce moment-là, il n'y avait juste aucune différence entre les hommes et les femmes. Et puis est arrivé le moment de la paix et le moment de reconstruire ce pays pour le futur. Et là, les femmes ont eu une bataille supplémentaire à livrer. C'était celle de rester dans le game, de rester dans le jeu. Pour Zanele Mbeki, il était évident que dans un pays qui était ravagé par la violence, qui avait tant d'enjeux sur la construction des infrastructures, de l'éducation, les femmes, qui étaient souvent le pilier central des familles, leur pivot, devaient avoir une voix sur ce que devaient être les priorités et comment les construire. Et du coup, elle s'est battue avec d'autres femmes pour que la nouvelle Convention d'Afrique du Sud réserve une place au Parlement pour qu'elles aient une capacité à construire les solutions. Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Après des années de revendications, après des années d'incitation, d'encouragement, est-ce que l'on peut réellement se dire que 2%, 3%, 10% sont la bonne mesure du talent des femmes et de leur envie d'avoir une voix ? Bien sûr que non. Au moment où les hommes eux-mêmes, les hommes les plus jeunes, se posent la question en disant « mais où est donc le problème ?» c'est que finalement, c'est dans la tête des femmes qu'il y a quelque chose à débloquer. Pourquoi ont-elles tant de problèmes avec les mots « pouvoir » et « ambition » ? Alors je pense que c'est parce que les femmes, les filles, ont un choix important, conscient, à faire bien plus tôt dans leur vie que ne le font les hommes. Dans nos sociétés, quand on est un garçon, on suit la voie de la carrière professionnelle sans même y penser. On verra après. Pour une femme, le choix se pose au moment où bien souvent se pose aussi la perspective de créer une famille et d'avoir des enfants. Et du coup, le choix de la carrière ne peut pas être un choix par défaut. Ça doit être un choix conscient. Un choix qui repose, je le crois, sur ses propres raisons, sur ses propres arguments. Et au moment de ce choix, du coup, 3 démons viennent susurrer aux femmes, souvent, qu'elles doivent renoncer. Le premier des démons se nourrit d'une idée fausse du chemin d'accès au pouvoir, une idée simpliste. Beaucoup d'entre elles disent « moi je ne veux pas faire carrière parce que pour ça il faut faire de la politique ». Alors je crois que c'est une fausse barbe, que c'est souvent de la peur, mais je pense que c'est surtout une fausse analyse. Et que dans la réalité, il y a très peu de ces univers où l'intrigue se substitue au talent. D'ailleurs, c'est ces univers-là qu'il faut fuir, ce n'est pas le challenge. En fait, dans la plupart des cas, bien sûr qu'on reconnaît le vrai leadership, la vraie capacité de quelqu'un à contribuer plus que les autres au service des autres. Parce que c'est ça aussi le pouvoir. C'est à la fois une école du dépassement de soi au quotidien, mais c'est surtout aussi le vrai pouvoir, la volonté de contribuer plus au service des autres. Le deuxième démon réside autour de ce tout, dont on dit
dont on leur dit qu'elles ne peuvent pas l'avoir. Alors comprenez, quand vous faites une carrière professionnelle, vous ne pouvez pas être une bonne mère. Quand vous faites une carrière professionnelle, vous ne pouvez pas être féminine, avoir les atouts de la jolie et belle compagne. Comprendre, si vous êtes un patron au féminin, vous êtes forcément agressive et autoritaire. Alors, l'image, on peut en reparler, est-ce que c'est vraiment important? Ce qui est vraiment important, évidemment, c'est de ne pas renoncer à l'essentiel. L'essentiel d'avoir à la fois une vie personnelle et une ambition professionnelle. Et là, au risque de choquer, je vais dire qu'aujourd'hui, en 2017, les femmes ne sont pas dans une situation si différente, en tous les cas dans nos sociétés, si différente des hommes. Les hommes modernes aussi ont envie d'avoir une vie familiale, de participer à la vie et à l'éducation de leurs enfants. On n'est plus à la fin du XXe siècle, du XXe siècle, pardon, où les hommes partaient en carrière professionnelle comme on partait à la guerre. Et donc, il s'agit de définir ses propres règles. Le troisième démon se nourrit de cette idée insidieuse qui se développe au fil de ces programmes sur la parité et la mixité. Les femmes ne seraient pas encore prêtes. Il faudrait encore pas mal de temps pour qu'elles soient plus nombreuses, et puis il leur faudrait pas mal de coaching pour qu'enfin elles puissent y arriver. Alors je dis stop, arrêtons cette victimisation condescendante. Non, les femmes n'ont pas besoin d'apprendre à négocier. Vous ne croyez pas dans vos environnements? Elles sont des masters à ça. L'ambition, c'est le désir ardent d'arriver à quelque chose. Le pouvoir, c'est la capacité d'influencer, de décider, d'impacter. Néanmoins, on a tous eu besoin, à un moment donné, d'avoir un petit coup de pouce pour choisir le chemin le plus difficile, celui qui va être le plus gratifiant, celui qui aura le plus d'impact. Alors, faisons taire les démons. Mais, et vous? Vous qui avez des filles, des femmes, des amis, qui ont du talent, en qui vous avez confiance. Qu'est-ce que vous leur dites quand elles viennent vous voir et qu'elles vous demandent votre avis sur une promotion qu'on leur propose? Une promotion qui fera que pendant un certain temps, il faudra qu'elle soit 5 jours par semaine hors du foyer familial. Qu'est-ce que vous leur dites quand elles vous disent « Moi, j'aimerais bien monter une entreprise, mais il va falloir que je m'y consacre à 10 000 %. » Est-ce que vous leur dites « Fais attention, tu as une famille quand même » Ou est-ce que vous leur dites « Tu as raison, tu mérites ça, tu vas y arriver et tu trouveras des solutions » Et qu'est-ce que vous faites quand elles viennent vous voir dans leur chemin, parce qu'elles ont des doutes, parce qu'elles ont des difficultés? Est-ce que vous leur dites « Tu as le choix, tu peux t'arrêter » Ou est-ce que vous leur dites « Continue, trouve des solutions, tu as le potentiel, n'arrête pas pour des mauvaises raisons » Et puis finalement, qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien, pour que le monde bénéficie d'une voix plus féminine pour le futur? Merci à vous.